J'espère que tout se passe bien pour vous, que la forme est au rendez-vous. Depuis quelque temps, l'arrivée soudaine, ou plutôt l'intrusion assumée de la diplomatie américaine, de ses pressions répétées, de ses initiatives improvisées, sans oublier le lobbying croisé de Washington et de Rabat, jette un vrai vent de panique dans les coulisses du pouvoir algérien. On sent que les dirigeants d'Alger n'ont plus l'esprit tranquille. J'espère que tout se passe bien pour vous, que la forme est au rendez-vous. Depuis quelque temps, l'arrivée soudaine, ou plutôt l'intrusion assumée de la diplomatie américaine, de ses pressions répétées, de ses initiatives improvisées, sans oublier le lobbying croisé de Washington et de Rabat, jette un vrai vent de panique dans les coulisses du pouvoir algérien. On sent que les dirigeants d'Alger n'ont plus l'esprit tranquille. Tout a basculé lorsque Steve Witkoff, mandaté par Donald Trump comme émissaire au Moyen-Orient, est apparu aux côtés de Jared Kushner, le gendre de Trump devenu son conseiller officieux sur toutes les affaires arabes, lors d'une interview diffusée sur CBS dans l'émission d'investigation Swiss Minutes. Devant des millions de téléspectateurs, les deux hommes ont confirmé noir sur blanc que Washington compte boucler le dossier du conflit algéro-marocain ou du moins imposer une solution définitive dans un délai de 60 jours. En clair, tout réglé avant la fin de l'année 2025. Depuis la mise en circulation de ces déclarations relayées en boucle, l'atmosphère à Alger s'est visiblement crispée un frisson politique que même l'État peine désormais à dissimuler. Pour dire les choses sans détour, Alger est en état d'alerte totale, une véritable panique partout dans les couloirs du pouvoir, même si officiellement, personne ne s'est encore risqué à ouvrir la bouche. Pas un communiqué, pas une déclaration, mais on voit bien que ça tremble. Comment, grâce à l'apparition soudaine d'une armée de voix officieuses, ces habitués du régime qu'on envoie discrètement sur les plateaux télé pour tenter d'éteindre l'incendie, rectifier le récit et répondre en urgence aux annonces venues de Washington. Il faut rappeler une chose, Jared Kushner n'a plus la moindre fonction institutionnelle. Il avait un bureau à la Maison-Blanche lors du premier mandat de Donald Trump, mais aujourd'hui il agit surtout dans l'ombre en homme de confiance, en super lobbyiste du clan Trump, dans tout le monde arabe, un rôle qu'il occupe toujours avec enthousiasme. À ses côtés, cette fois, se trouvait Steve Witkoff, lui bien nommé officiellement envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient. Leur intervention commune sur CBS a suffi à faire perdre leur sang-froid aux décideurs algériens. La raison, ce ne sont pas tant les médiations américaines qui les inquiètent, mais la certitude affichée par Washington d'en finir avec le conflit algéro-marocain en l'espace de 60 jours. 2 mois pour régler un dossier que l'Algérie n'a aucune intention de clore, voilà ce qui a pris le régime de court. Et maintenant, les Américains mettent la pression sérieusement. En vérité, ce qui se joue et ce qui s'apprête à se jouer encore plus fort, c'est une offensive diplomatique directe venue de Washington. La Maison-Blanche, avec Donald Trump en première ligne, s'apprête à pousser frontalement le régime algérien dans ses retranchements acceptés, refusés, peu importe. Mais il faudra donner une réponse avant la fin de l'année. L'objectif est clair, obtenir une décision définitive sur le conflit qui oppose Alger et Rabat. Et là est tout le problème pour les dirigeants algériens. Si Steve Witkoff et Jared Kushner s'étaient contentés de dire gentiment « Nous allons faciliter le dialogue, nous organisons des pourparlers », l'effet aurait été totalement différent. Au contraire, Alger s'en serait presque enorgueilli. On aurait entendu « Voyez, Trump s'intéresse à nous, l'Algérie, puissance régionale majeure, pilier de stabilité ». Bref, une occasion rêvée pour se donner de l'importance sur la scène mondiale. Mais les Américains n'ont pas joué cette carte-là. Ils ont choisi une stratégie bien plus habile. Leur objectif n'est pas de cajoler Alger ni de flatter Rabat. Ce qui les motive réellement, c'est de verrouiller un accord de paix taillé sur mesure pour préserver leurs propres intérêts ainsi que ceux de leurs partenaires. Et au passage, rappeler au monde que les États-Unis demeurent le patron de l'ordre international, celui qui impose le rythme, qui distribue les rôles et qui, en dernier recours, prétend garantir la paix planétaire. Et voilà pourquoi Washington n'a aucune intention de s'attarder à discuter avec le régime algérien pour ce qu'il est. Les Américains n'ont qu'un objectif, régler le différend entre les deux piliers du Maghreb, l'Algérie et le Maroc. Et c'est précisément cette approche directe décomplexée qui fait frissonner les dirigeants algériens. Car derrière cette posture, ils sentent venir la pression, la vraie celle qui n'offre plus beaucoup de marge de manœuvre
Évidemment, les États-Unis ne vont pas débarquer en brandissant des menaces dès le premier jour. On connaît la méthode, tout commence par le charme, les arguments, la persuasion bien huilée. Un lobbying à l'américaine sans cri, ni coup de semonce, mais terriblement efficace. Washington va tenter de convaincre Alger et Rabat de s'asseoir à la même table et d'accepter enfin un accord de paix. Et rien que cette perspective a suffi à déclencher l'alarme du côté algérien. Pourquoi une telle panique? Parce que si une paix durable voyait le jour, le pouvoir algérien perdrait son arme, la plus utile depuis 2021, l'ennemi extérieur. Fini l'épouvantail marocain qui permettait d'effrayer la population, de gonfler les dépenses militaires, de justifier la répression et d'entretenir un climat de peur politique permanent. En clair, sans la tension avec le Maroc, une grande partie de l'édifice narratif du régime s'effondre. Regardez un peu la panique quand on observe les réactions parfois frénétiques de certains intellectuels politiciens et chroniqueurs proches du pouvoir à Alger. On devine leur trouble. La presse alignée sur le pouvoir trahit un vrai désarroi faire la paix avec Rabat. Pour eux, c'est perdre l'ennemi commode. Et sans cet adversaire extérieur, comment justifier la mise au pas de la société? Comment continuer à expliquer aux gens qu'il faut dépenser des milliards pour l'armée? Comment taper sur les dissidents basés à l'étranger si le péril marocain disparaît? Autrement dit, le Maroc est devenu, malheureusement pour ceux qui gouvernent, la carte maîtresse de la narration intérieure. Qu'on scelle la paix et s'envole avec elle l'argumentaire plus d'épouvantail pour terroriser l'opinion, plus d'alibi pour augmenter les crédits militaires, plus de prétextes pour étouffer la contestation. Bref, sans ce cheval de bataille, toute la mise en scène qui légitime la répression et la militarisation de la vie publique s'effrite. L'animosité envers le Maroc, cette hostilité entretenue, jour après jour, est devenue l'un des piliers essentiels qui soutiennent la légitimité du pouvoir algérien. Sans ce conflit permanent, une partie de son discours s'effondre. Alors imaginez, les Américains arrivent, veulent forcer une réconciliation. Pour Alger, c'est la catastrophe annoncée. Le régime se retrouve coincé, pris dans un piège qu'il a lui-même construit et dont il cherche désormais désespérément la sortie. Et comment réagit-il? En multipliant les messages brouillons. Depuis 24 heures, les premiers récits médiatiques et politiques lancés à la hâte pour répondre au plan de paix proposé par Washington s'en mêlent, se contredisent, s'effondrent les uns sur les autres. Ces incohérences flagrantes ne font que révéler ce que tout le monde perçoit. Déjà, un vent de panique traverse Alger et il devient de plus en plus difficile pour le pouvoir de le masquer. Alors que s'est-il passé exactement? Depuis 24 heures, une parade impressionnante d'anciens diplomates, de chroniqueurs de la presse alignés comme TSA, de journalistes experts et de figures intellectuelles proches du pouvoir s'est précipitée sur les plateaux. Tous ces porte-voix habituels du régime qu'on sort à chaque crise pour réciter la ligne officielle répètent la même chanson. Les Américains n'ont rien compris. Ah oui, soudain, Washington ne comprend plus rien. Un refrain martelé sans la moindre nuance. Et leur argument magique, ce n'est pas avec l'Algérie qu'il faut discuter, mais avec le Polisario. Voilà pourquoi Alger pousse désormais ce mouvement à écrire directement au secrétaire général de l'ONU pour proposer des négociations avec le Maroc. Le régime tente ainsi de fabriquer un détour, un alibi, une pirouette diplomatique, convaincre les États-Unis qu'ils doivent imposer la paix, mais uniquement entre Rabat et le Polisario, et surtout pas entre Rabat et Alger. Les nouveaux éléments de langage tombent alors comme des gouttes d'eau. Nous n'avons aucun différend avec le Maroc. Le Sahara occidental, ce n'est pas notre affaire, c'est un dossier de l'ONU. À l'ONU de s'en charger, aux États-Unis de s'interposer puisqu'ils sont les garants de l'ordre mondial, mais pas avec nous. L'Algérie, dit-on maintenant, ne serait qu'un défenseur du principe d'autodétermination, un simple soutien du droit international, et non une partie prenante. Une belle tentative de réécriture express, mais qui sent tellement le bricolage que le malaise devient impossible à cacher. Observez un peu le tour de passe-passe soudain, les responsables algériens jurent qu'ils ne sont pas concernés. Selon eux, le dossier n'opposerait que le Maroc et d'autres. L'Algérie, dit-on maintenant, aurait seulement quelques désaccords bilatéraux, des petites querelles de voisinage qui, bien sûr, ne nécessitent aucune médiation américaine.
Des tensions qui n'auraient rien à voir avec le Sahara occidental, mais tout à voir avec la politique intérieure et extérieure des deux pays. Et surtout, ajoute-t-on, des problèmes qu'Alger n'est absolument pas pressé de régler. Résultat, on invite Washington à se focaliser uniquement sur le Sahara et pas sur le reste. Mais regardez bien l'incohérence. À ceux qui propagent ce discours bricolé, qu'il soit 1 ou 10, il faut le dire clairement, cela ne trompera personne à Washington. Les Américains ne sont pas des naïfs. On ne parle pas ici de chancellerie facilement impressionnable. Ce ne sont ni les Tunisiens de Kais Saied, ni les Mauritaniens, ni les Mozambicains, ni même une commission molle de l'Union africaine. Là, il s'agit des États-Unis d'Amérique. Et tout le monde sait parfaitement que la question du Sahara occidental oppose directement Alger à Rabat. Depuis quand cette évidence est connue? Depuis que Tebboune lui-même a transformé ce dossier en cause sacrée nationale. C'est lui qui a algérianisé le conflit, qui en a fait un pilier identitaire du régime. C'est lui qui a hissé le Sahara occidental au rang de combat existentiel. Attends une seconde. Toi qui expliques aux Américains qu'il n'y a absolument aucune raison de médiatiser entre Alger et Rabat, que tout doit se jouer entre le Maroc et le Polisario, j'ai une question toute simple. Si l'Algérie n'est pas impliquée, alors pourquoi de 2022 à 2024 a-t-elle déclenché une crise diplomatique explosive avec l'Espagne? Pourquoi ce scandale monumental dès que Madrid a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental? Explique-moi pourquoi ce boycott. Pourquoi avoir suspendu le traité d'amitié et de bon voisinage? Pourquoi avoir rappelé l'ambassadeur en urgence? Pourquoi avoir gelé les échanges commerciaux pendant 2 ans jusqu'à la toute fin de 2024? Si ton pays n'est pas partie prenante, pourquoi cette réaction presque hystérique? Logiquement, si le dossier ne concerne qu'un territoire en décolonisation et que seule l'ONU est compétente, alors l'Espagne ancienne, puissance administrante, peut bien en penser ce qu'elle veut. Et c'est à l'ONU, pas à Alger, de hausser le ton. Alors pourquoi l'Algérie a-t-elle répondu avant les Nations Unies? Pourquoi ce sursaut d'indignation si, comme tu le dis, elle n'est pas partie du conflit? Et puis explique-moi ceci, pour quelle raison as-tu déclenché un bras de fer avec Paris? Depuis juillet 2024, on nage en pleine tempête diplomatique avec la France. Et pourquoi? Parce que, exactement comme Madrid, Paris a fini par valider la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Résultat rappel de l'ambassadeur, échange d'accusations, déclarations cinglantes, tentative de saboter les intérêts économiques français et toute une série d'incidents qui ont suivi, même si l'étincelle de départ, encore une fois, c'était le dossier saharien. Alors, si tu prétends ne pas être impliqué, si tu répètes que seul le Polisario doit répondre, comment expliques-tu que ce ne soit pas le Polisario qui ait sonné la fin de la récré en rappelant un ambassadeur qui a menacé les entreprises hexagonales, qui a voulu bloquer les cargaisons de blé français? Certainement pas, le front sahraoui, c'est bien Alger. Comment peux-tu jurer que tu n'es pas parti du conflit alors que tu déclenches 2 crises majeures, l'une avec l'Espagne, l'autre avec la France, toutes deux provoquées par le Sahara occidental? Arrête l'excuse du « nous ne sommes pas concernés », ne tient pas une seconde. Même Washington ne pourrait pas avaler une pareille fable. Et puis parlons des Émirats arabes unis. On leur colle quoi sur le dos? Principalement qu'ils seraient trop proches du Maroc. Et pour quelle raison? Tout simplement parce qu'ils injectent de l'argent à Dakhla, qu'ils construisent, investissent, s'installent, bref, qu'ils misent sur le Sahara occidental comme si cela devait durer jusqu'à la fin des temps. Ils soutiennent Rabat, ils participent à son implantation sur le terrain. Et là, soudain, ça te hérisse le poil. Curieux nom pour quelqu'un qui jure ne pas être impliqué. Et pendant que tu montes au front contre Abu Dhabi, tu t'affiches sans cligner des yeux comme grand ami du Qatar. Ce même Qatar qui lui affirme clairement que le Sahara est marocain, qui répète à longueur de journée la même position que les Émirats, mais eux, tu ne leur en veux pas. Paradoxal? Oui, éloigné de toute logique, encore plus. Tu as fait la guerre diplomatique aux Émirats, à la France, à l'Espagne, et voilà qu'avec Madrid, tu reviens maintenant en paix. D'ailleurs, cette réconciliation improvisée mérite un chapitre entier. Après avoir perdu totalement la face à l'Espagne car rien, absolument rien n'a été obtenu, Alger a bien dû inventer une excuse. Madrid n'a pas bougé d'1 millimètre sur le dossier saharien.
Mais pour sauver l'honneur, on a servi au public une justification bancale. Pedro Sánchez aurait montré un léger infléchissement dans un discours à l'ONU en septembre 2024. Une nuance, un souffle, une virgule. Et voilà que tu prétends que cela suffit pour renouer les relations. Autrement dit, même pour se rabibocher avec l'Espagne, tu utilises encore le Sahara occidental comme prétexte. Toujours, sans exception. Pour Alger, le dossier du Sahara occidental n'est pas simplement important, c'est devenu une sorte de relique nationale, un symbole quasi sacré. D'ailleurs, quel autre pays, honnêtement, déroule le tapis rouge plusieurs fois par an à Brahim Ghali, le président autoproclamé d'un État tout aussi autoproclamé, reconnu ici ou là, notamment par l'Union africaine, mais ignoré par la majorité des institutions internationales, aucun. Ni les voisins arabes, ni les capitales africaines ne l'invitent 3 ou 4 fois l'an. Pourtant, Tebboune, lui, le reçoit comme un invité VIP. Alors expliquez aux Américains que non, nous ne sommes pas impliqués, il faut oser. C'est toi-même qui as transformé cette question en dogme. Avant du temps de Bouteflika, ce n'était pas une affaire mystique. Alger soutenait le Polisario financé, hébergeait armée, oui, mais gardait une distance diplomatique. Pas de guerre ouverte avec tous les pays qui pensaient autrement. On restait dans la ligne onusienne. Sous Tebboune, c'est l'inverse, la cause sahraoui et la cause palestinienne sont brandies comme les 2 totems sacrés de la politique extérieure. Chaque jour, sans exception, télé-radio-presse martèle le sujet comme une prière nationale. Et ironie suprême, lorsque les Émirats arabes unis investissent à Dakhla et soutiennent Rabat, soudain, c'est un scandale. Tu cries au complot pro-marocain. Pourtant, en parallèle, tu t'entends à merveille avec le Qatar qui défend exactement la même position que les Émirats. Pour Doha, le Sahara est marocain, point final. Mais eux, curieusement, ne t'agacent pas. Résultat ennemi des Émirats, ennemis de la France, auparavant ennemis de l'Espagne. Puis soudain, tu fais la paix avec Madrid. Et cette réconciliation, parlons-en. Comme le pouvoir algérien n'a strictement rien obtenu face à l'Espagne, aucune concession, aucune modification de position, il a fallu inventer une justification. Alors on a raconté que Pedro Sánchez, lors de son discours à l'ONU en septembre 2024, aurait montré une petite nuance, un léger éloignement de la ligne marocaine. Une micro-interprétation montée en épingle pour justifier un retour à la normale. Bref, même pour renouer avec l'Espagne, c'est encore le dossier du Sahara qui sert de prétexte. C'est dire à quel point cette affaire est devenue le pilier central de toute la logique politique du régime. Beaucoup de pays déclarent presque par automatisme qu'ils défendent le droit du Sahara occidental à l'indépendance. Mais soyons sérieux une seconde, lequel d'entre eux s'implique autant qu'Alger dans cette noble cause ? L'Afrique du Sud, par exemple, qui ne cesse de brandir le principe d'autodétermination. La voit-on accueillir Brahim Ghali à bras ouverts plusieurs fois par an ? Est-ce que ces chaînes de télévision en font un rituel quotidien ? Est-ce que Pretoria a rompu ses relations diplomatiques avec la France, l'Espagne, les États-Unis, le Royaume-Uni ou n'importe quel pays ayant reconnu la souveraineté marocaine? Absolument pas. Pour ces États, c'est une question de droit international, point final. Pour Alger, c'est devenu une espèce de rite sacré, presque une colonne vertébrale idéologique. Alors imaginez convaincre Washington avec l'argument « Nous ne sommes pas concernés ». C'est prendre les Américains pour des amateurs. Toute la planète a compris que le conflit du Sahara oppose en réalité Alger à Rabat. Et si les États-Unis ne cherchaient pas à mettre la pression à l'ère Bouteflika, c'est justement parce que l'Algérie d'alors gardait une posture habile, soutenir le Polisario, oui, mais laisser l'ONU gérer. Sous Tebboune, tout a changé, la cause. Sahraoui est officiellement devenue une affaire nationale estampillée 100% algérienne. Et puisqu'on parle de contradiction, regardons un peu du côté des Émirats arabes unis, accusés sans relâche d'être pro-marocains. Leur crime, investir à Dakhla et aider Rabat à s'implanter durablement dans la région. Si l'Algérie n'était vraiment pas partie prenante, pourquoi ces investissements la feraient-ils bondir, mystère? Surtout quand on constate que Doha, qui reconnaît la marocanité du Sahara et le proclame même avec enthousiasme, reste pourtant un ami. Un ami qui dit la même chose que les Émirats, mais qui, curieusement, ne dérange jamais. Résultat, Alger se brouille avec les Émirats, se fâche avec Paris, s'est déjà querellé avec Madrid, et finit ensuite par revenir vers les Espagnols.
Et cette réconciliation avec l'Espagne mérite un Oscar du storytelling. Comme le pouvoir algérien n'a strictement rien gagné dans ce bras de fer, l'Espagne n'a pas bougé d'un centimètre, il a fallu bricoler une explication. On a donc prétendu que Pedro Sánchez, en septembre 2024, à l'ONU, avait nuancé sa position. Une lecture très créative inventée uniquement pour légitimer le retour à la normale. Bref, même lorsque l'Algérie fait la paix avec l'Espagne, c'est encore le dossier du Sahara occidental qui sert d'argument. Preuve ultime que cette cause, qu'on prétend simple principe universel, est en fait devenue l'axe central de toute sa politique. Pendant des années, chaque pays qui montrait la moindre sympathie pour Rabat recevait un traitement spécial de la part d'Alger, soit on tentait de le contrarier, soit on essayait de l'acheter avec un sourire diplomatique et quelques gestes amicaux, histoire de l'éloigner du Maroc. Et ceux qui, au contraire, nous donnaient raison contre Rabat, ceux-là, on les cajolait comme des VIP invitations officielles, petites enveloppes, accueil chaleureux, la totale. Les exemples sont innombrables. Et au milieu de tout ça, une constante en Algérie, la question saharienne est devenue une fixette. Jour et nuit, matin, midi, soir, on tourne autour du Sahara occidental avec l'intensité d'un rituel religieux. On en parle comme on parle de la Palestine. Sauf que la cause palestinienne mobilise la planète entière, tandis que le dossier du Sahara en dehors d'Alger n'intéresse presque personne. Quelques groupes militants en Espagne, 2 ou 3 associations en France, et des pays comme Cuba, le Venezuela ou l'Afrique du Sud qui maintiennent leur position par principe. Mais une obsession collective, non. Ça, c'est du 100% algérien. Avec le système actuel, c'est devenu presque pathologique certaines journées. Les chaînes publiques alignent une vingtaine de sujets sur le Sahara. Et c'est le seul média au monde qui annonce quotidiennement que le Polisario mène des offensives contre le Maroc, une version des faits que même les télévisions sud-africaines, cubaines ou vénézuéliennes ne relayent pas. C'est un conflit fantôme que seule l'Algérie voit parce qu'elle en est elle-même partie prenante. Et pendant que les Émirats sont cloués au pilori pour avoir investi à Dakhla et soutenu le développement marocain dans la région, ce qui soi-disant ne devrait pas nous toucher si nous ne sommes pas concernés, le Qatar, qui reconnaît sans trembler la marocanité du Sahara, reste miraculeusement un allié. Une incohérence de plus dans un puzzle déjà bancal ennemi des Émirats, amis du Qatar adversaire de la France, brouille avec l'Espagne. Puis réconciliation express avec Madrid. Quant au retour soudain de l'amitié algéro-espagnole, il a fallu l'enrober d'un joli conte. Puisque l'Algérie avait perdu son bras de fer sans obtenir la moindre concession et que l'Espagne maintenait intégralement sa position, il fallait inventer une excuse. On a donc recyclé le discours de Pedro Sánchez à l'ONU en 2024 en prétendant qu'il avait pris ses distances avec Rabat. Une reconstruction imaginative destinée à faire croire que l'Algérie avait remporté quelque chose. En résumé, même lorsqu'il s'agit d'expliquer une réconciliation diplomatique, c'est encore la question du Sahara qui sert de clé de justification et de prétexte. Preuve ultime que cette cause que l'Algérie prétend ne pas s'approprier est en réalité devenue l'élément central de toute sa politique intérieure et extérieure. Alors qui a commis la bourde monumentale, qui a fabriqué de ses propres mains la situation dans laquelle l'Algérie s'enfonce aujourd'hui, un échec quasiment garanti, tout simplement ceux qui ont transformé un dossier diplomatique régional en une croisade nationale presque mystique. On a pris un sujet géopolitique complexe et on l'a élevé au rang de culte sacré, sauf que ce culte, la communauté internationale n'y adhère pas. Au contraire, la dynamique mondiale penche clairement du côté du Maroc. Pourquoi ? Parce qu'aucune grande puissance n'est prête à parrainer la naissance artificielle d'un micro-État de 3 ou 400 000 habitants impossible à sécuriser, ingouvernable en pratique. Sur le papier juridique, oui, le principe d'autodétermination existe. Mais dans la vraie vie, les chancelleries choisissent le pragmatisme, stabilité d'abord, idéalisme ensuite. Le monde fonctionne selon 2 moteurs, ce que dit le droit et ce que permet la réalité. Le droit international autorise Pékin à revendiquer Taïwan, mais qui va l'applaudir si la Chine décide d'y débarquer ses troupes. Le droit condamne parfaitement l'invasion russe en Ukraine, mais qui a la capacité de chasser Poutine de Kiev. Le droit affirme que les Palestiniens ont droit à un État, mais qui peut empêcher Israël de continuer sa politique par la force.
Bref, entre les principes théoriques et la mécanique brutale des rapports de force, il y a un gouffre. Et l'Algérie, en érigeant le Sahara occidental en dogme officiel, s'est volontairement enfermée dans une impasse que le monde refuse de suivre. Le droit international, c'est une chose. Mais l'Algérie, elle a depuis longtemps franchi cette frontière. Elle ne se contente plus de rappeler les principes onusiens, elle va plus loin, bien plus loin. D'ailleurs, aucun référendum n'a jamais eu lieu au Sahara occidental. Personne ne peut affirmer ce que souhaitent réellement tous les Sahraouis. Pourtant, Alger part du postulat que l'indépendance est la seule issue légitime, une certitude que même l'ONU ne partage pas. Les Nations Unies ne disent ni que la région doit devenir souveraine, ni qu'elle doit être marocaine, elles demandent qu'on trouve une solution. Point. Mais cette question, autrefois strictement onusienne, s'est transformée peu à peu en dossier algéro-marocain à force d'acharnement politique, de communication agressive et d'une fixation croissante du régime actuel. On a érigé le Maroc en obsession nationale. On a fabriqué une marocophobie systématique. On a cru que le conflit saharien suffirait à fragiliser, à isoler, à affaiblir le voisin devenu l'ennemi ultime. Pourquoi avoir besoin d'un ennemi ultime ? C'est un autre sujet qu'on développera ailleurs, car le discours officiel va bientôt changer de tonalité. Ce n'est pas seulement le Sahara que nous reprochons au Maroc. On connaît déjà la suite et on y répondra une autre fois. Pour l'heure, le régime se retrouve coincé dans un piège qu'il a lui-même construit. Impossible de convaincre qui que ce soit, ni Washington, ni Paris, ni même Moscou ou Pékin, que l'Algérie serait extérieure au conflit. Tout le monde a observé la manière dont ce dossier a été nationalisé sous Tebboune. Contrairement à l'ère Bouteflika où l'on s'efforçait de garder le problème sous parapluie, onusien sans y injecter trop d'idéologie locale. Aujourd'hui, la situation est l'exact inverse, une algérianisation totale du dossier. Et une impasse totale en retour. Tebboune en a fait une affaire purement algérienne, presque une marque déposée nationale. Résultat, si demain la planète entière tourne le dos au projet d'indépendance de ce territoire, à qui retombera la faute? À l'Algérie, évidemment. Et toi, après avoir misé tout ton capital politique là-dessus, des années de diplomatie, de discours martelés d'alliances façonnés autour d'un seul dossier, tu voudrais, au premier revers, lever les mains? Ah non, ça ne me regarde plus, c'est à l'ONU de gérer, moi je ne suis pas impliqué. Franchement, c'est du grand